Bonjour à tous et à toutes, bienvenue dans ce podcast analytique du livre Candide sur les chapitres 13 et 14. Voici comment le podcast sera structuré. On va commencer par deux résumés, le premier sur le chapitre 13, suivi du résumé sur le chapitre 14. Après ça, il y aura une introduction suivie de trois thèmes, de trois grandes thématiques qu'on a réussi à mettre en avant autour de ces deux chapitres. Et pour finir, une conclusion. Donc, je commence de suite avec le résumé du chapitre 13e. Comment Candide fut obligé de se séparer de la belle Cunégonde et de la vieille. À l'instar de la vieille, chacun raconte sa propre histoire sur le navire qui arrive enfin à Buenos Aires. Les trois personnages se rendent chez le gouverneur Don Fernando d'Ibarra, y Fujiora, y Mascarenes, y Lamportos, y Souza. Un homme fier et dédaigneux, aimant les femmes de fureur. Épris de Cunégonde, ce cynique personnage éloigne Candide et demande à la jeune femme de l'épouser. La vieille dit à Cunégonde d'accepter un si riche parti et qui fera aussi la fortune de Candide. Cependant, le voleur de pierreries vient à son tour et veut revendre son butin. Un geôlier reconnaît les bijoux du grand inquisiteur assassiné par Candide. Recherchés pour meurtre, Cunégonde et Candide s'effraient, mais la vieille rassure sa protégée. Elle peut être mise sous protection par le gouverneur. En revanche, Candide doit fuir de toute urgence. Résumé du chapitre 14. Comment Candide et Cacambo furent reçus chez les jésuites du Paraguay. Candide se morfond à l'idée d'abandonner Cunégonde, d'autant plus qu'il ignore tout de son projet de mariage avec le gouverneur. Son valet Cacambo le console quelque peu. Il connaît très bien le Paraguay car il a travaillé comme cuisinier dans un collège de l'Assomption. C'est la capitale du Paraguay. Il suggère à Candide de se ranger du côté des jésuites, los Padres, en guerre contre les rois d'Espagne et du Portugal. Candide est présenté au commandant jésuite qui lui parle allemand et découvre qu'il n'est autre que le frère de Cunégonde qu'il croyait avoir été assassiné par les Bulgares. Candide lui apprend que sa sœur est en vie et se retrouve avec le gouverneur de Buenos Aires. Introduction. Sitôt débarqués à Buenos Aires, Candide et Cunégonde doivent se séparer car cette dernière est l'objet des assiduités du gouverneur. Le valet Cacambo devient le nouveau compagnon d'errance de Candide et c'est lui qui conduit son maître au territoire que les pères jésuites se sont appropriés par les armes au Paraguay. Dans ce début de chapitre, Voltaire nous fait découvrir le personnage de Cacambo, valet digne d'un roman pittoresque et qui prend le relais de la vieille auprès de Candide. Il dénonce le comportement scandaleux des jésuites en Amérique du Sud. Le premier thème est l'ironie sur les hommes de pouvoir. Comment Voltaire tourne-t-il au ridicule les hommes de pouvoir dans ces deux chapitres ? Depuis le début de ce livre, on remarque que Voltaire aime ironiser, aime se moquer des hommes de pouvoir, que ça peut être des hommes politiques, des hommes d'église, des rois, des seigneurs ou des nobles. Et dans ces deux chapitres, surtout dans le chapitre 13, la première rencontre avec un homme de pouvoir est un homme politique, c'est le gouverneur Don Fernando d'Ibarra y Fujiora y Mascarenes y Lamportos y Souza. Ce gouverneur qui a beaucoup de noms, et tous ces noms ridiculisent un peu son statut, son rang de gouverneur. Et avec cette première touche d'ironie par rapport à son nom, Voltaire met en avant les hommes politiques qui au fond ne sont que des fantoches et qui auraient plus leur place dans une pièce de théâtre. Ensuite, il est dit que cet homme est un homme avec énormément de fierté. Si je reprends les mots du texte, ligne 15, ce seigneur avait une fierté convenable à un homme qui portait tant de noms. Suite à ça, il est vu aussi comme un homme qui a énormément de mépris envers les autres. Il a une démarche hautaine et il aime les femmes à la fureur. Les femmes à la fureur sont des femmes qui ne savent pas dire non car elles sont attirées par son argent, par son rang, par son titre. Et c'est un énième pic que Voltaire fait aux hommes politiques qui profitent
de leurs privilèges pour séduire les femmes. Et Voltaire met en avant que ce comportement n'a pas sa place en politique. On apprend aussi que le gouverneur a une belle moustache. La moustache qui est un symbole de masculinité et de force, mais dans ce contexte précis, c'est plus une moustache qui fait tourner le personnage encore plus au ridicule. Car si on prend la ligne 42, c'est quand Cunégonde va demander conseil à la vieille si elle doit épouser le gouverneur ou non, et voici ce que la vieille lui dit. « Il ne tient qu'à vous d'être la femme du plus grand seigneur de l'Amérique méridionale, qui a une très belle moustache. » On peut comprendre l'ironie que Voltaire a voulu marquer sur cette très belle moustache, car quand la vieille commence à dire qu'il a une très belle moustache, je m'attendais à voir une description plus poussée de cet homme, du gouverneur, mais elle s'arrête simplement sur cette très belle moustache. Peut-être que son visage est disgracieux, donc elle s'arrête que sur cette belle moustache, ce qui tourne encore plus au ridicule son rang de gouverneur. Voilà encore une énième ironie sur les hommes politiques. On peut voir que quand Candide et Quincampoix ils arrivent, les soldats parlent d'un monseigneur, le commandant. Et on peut constater que c'est la réunion de deux termes appartenant à des hiérarchies différentes. Le monseigneur appartient à une hiérarchie religieuse et le commandant à une hiérarchie militaire. Il y a toute une organisation aussi qui entoure les jésuites comme la garde avancée et la grande garde. Ça souligne un peu leur manque d'humilité et l'exagération du respect de la garde qui se prosterne aux pieds du commandant. Ensuite, on a la description du costume du commandant qui met en évidence le double statut de los padres. Il y a le bonnet à trois cornes qui est un signe distinctif des jésuites. Et on constate aussi que le commandant, il a sa robe retroussée, une épée, un espanton qui sont des caractéristiques des soldats. Et c'est comme ça que Voltaire, il le tourne donc au ridicule. Il y a aussi le fait que les hommes d'église fassent la guerre au roi, et c'est une contradiction de la doctrine chrétienne, car dans la religion, les hommes d'église, ils ne font pas la guerre au roi, ils sont plus du genre à les soutenir. Et les rois soutiennent aussi les hommes d'église. Donc, on part du principe qu'à cette époque-là, ils ne se font pas la guerre. Il y a un rapprochement ironique entre tue et envoie au ciel. Un meurtrier est différent d'un chef spirituel. On part du principe qu'un chef spirituel, il envoie une personne dans les cieux et un meurtrier, il tue. Pour le deuxième thème, c'est un lien entre le maître et le disciple. On va avoir entre Pangloss et Candide, Candide et Quincampoix, la vieille et Cunégonde. On peut constater que Quincampoix, en fait, il change un peu les idées que Candide a reçues de Pangloss, parce que on peut voir que Quincampoix, c'est un personnage qui pousse son maître à agir, donc il pousse Candide à agir, et on le constate dans les chapitres quand il utilise les verbes à des actions à l'impératif comme allons, suivons, partons, courons, et par des reprises souvent de courons. Il est misogyne comme on dirait, on constate. Elle deviendra ce qu'elle pourra en parlant de Cunégonde quand elle est partie. Alors que Candide, au contraire, il est toujours tourné vers le passé. Et contrairement à Quincampoix qui, lui, le conseille de ne pas regarder en arrière, Candide est très naïf et touchant. Et il pense que tout le monde veut l'aider alors que beaucoup de personnes ne désirent pas l'aider comme le gouverneur. Parce qu'il pensait que le gouverneur voulait l'aider à préparer leurs noces alors que le gouverneur veut épouser Cunégonde. Il est plein de désarroi, ce
ce qui est marqué dans le chapitre 14 par la triple interrogation de « Où me mènes-tu ?» On voit que Cacambo essaye de pousser Candide à devenir quelqu'un avec de l'initiative et avec du bon sens, alors que Candide, encore une fois, c'est un maître naïf et irrésolu. Ce thème nous est encore familier car ce fameux lien entre un maître et un disciple qu'on a souvent connu dans les pages précédentes de Candide est souvent le disciple est Candide et le maître est Pangloss. Mais dans ce chapitre 13 et 14, il y a différents maîtres et différents disciples. On retrouve quand même le duo phare de Pangloss et Candide, car dans les premières pages du chapitre 13, quand Candide songe à Pangloss, songe à ce que Pangloss a pu lui apporter dans sa vie, ce côté de toujours voir la vie du bon côté, et la vie n'est fait que de bonheur, on vit dans un monde où tout est beau, tout est rose, et il comprend vite que Pangloss n'est peut-être pas la voix de la raison qu'il imaginait, car quand il entend les histoires déjà de la vieille, et ensuite suivi des histoires des passagers, des voyageurs sur le bateau, il se dit tout n'est pas si beau, tout n'est pas si rose. Il y a même un moment, ligne 6, où il se dit c'est bien dommage, disait Candide, que le sage Pangloss ait été pendu contre la coutume d'un autodafé. Il nous dirait des choses admirables sur le mal physique et sur le mal moral qui couvre la terre et la mer. Et je me sentirais assez de force pour oser lui faire respectueusement quelques objections. C'est intéressant de voir comment Candide prend de plus en plus d'indépendance par rapport à sa propre idée de la vie, à sa propre idée du monde, et aussi qu'il fait son propre bout de chemin avec ce qu'il connaît, et non par les pensées ou par la voix de Pangloss. On pourra aussi remarquer que dans ces deux chapitres, il y a un nouveau duo qui grandit de chapitre en chapitre, c'est la vieille et Cunégonde. Ce n'est pas vraiment un maître et un disciple, mais il y a quand même quelques similitudes. Par exemple, Cunégonde demande souvent des conseils de la vieille. La vieille, avec sa sagesse, son âge, lui répond, essaye d'aider Cunégonde dans la vie du mieux qu'elle peut. Et Cunégonde écoute avec sagesse et attention tous les conseils, tous les discours que la vieille lui apporte. Si je prends les mots tirés du texte pour renforcer ce lien, cette thématique entre la vieille et Cunégonde, ce fameux maître et disciple, c'est si on va à la ligne 45 et que la vieille essaye de convaincre Cunégonde d'épouser le gouverneur. Voici ce qu'elle lui dit. « Est-ce à vous de vous piquer d'une fidélité à toute épreuve ? Vous avez été violé par les Bulgares. Un juif et un inquisiteur ont eu vos bonnes grâces. Les malheurs donnent des droits. » Si je m'arrête sur cette phrase, les malheurs donnent des droits, par cette petite phrase, la vieille dit à Cunégonde, la fidélité, l'amour que tu as pour Candide ne t'apportera jamais ce que le gouverneur peut te donner, que ce soit en titre d'argent, ou simplement au rang social que tu vas avoir dans la société ne sera jamais le même si tu sors avec Candide, si tu te maries avec lui. Et par cette phrase, la vieille dit aussi que l'amour est un sentiment qu'on peut vite oublier grâce à l'argent. C'est ce que j'ai compris par cette phrase. La troisième grande thématique de ces deux chapitres est la séparation. Comment Voltaire amène la séparation dans ces deux chapitres. La séparation n'est pas un thème qui nous est inconnu, car depuis le début de ce livre, on est confronté à la séparation, surtout par rapport au personnage de Candide, qui a été chassé de son royaume d'enfance, ensuite séparé de Cunégonde et de Pangloss. Et toutes ces séparations ont été très tragiques, très difficiles, et dans ces deux chapitres, Candide n'est pas épargné.
La première séparation qu'on peut voir, c'est dans les toutes premières pages, quand on apprend qu'ils sont sur un bateau, direction l'Amérique latine. Candide, Cunégonde et la Vieille se séparent de l'Europe. Et pour Candide et Cunégonde, c'est vraiment une grande séparation, car en Europe, dans le vieux continent, c'est là où ils ont tout connu. Ils se sont construits, ils ont connu des moments très tragiques, très tristes, et aussi eu des moments de joie. Et partir pour se faire oublier, car oui, ils sont recherchés pour le meurtre de l'inquisiteur, ils partent pour mieux se reconstruire. Et il y a ce petit côté un peu d'espoir qu'on peut lire dans deux, trois lignes. Mais ensuite, cet espoir est très très vite tourné au drame quand le voleur de pierreries qui avait volé les pierres à Cunégonde, ces pierres appartenaient à l'inquisiteur. Et avant que cet homme soit pendu, le voleur de pierreries, il dit c'est Cunégonde et Candide qui ont tué l'inquisiteur et moi j'ai volé les pierres à Cunégonde. Une fois le voleur de pierres pendu, le gouverneur réclame justice. Et c'est à ce moment-là qu'une énième séparation entre Candide et Cunégonde est en train de se former, car Cunégonde et Candide fuient ensemble vers un autre pays, mais sous conseil de la vieille, Cunégonde reste à Buenos Aires, car voici ce que dit la vieille. Si on va à la ligne 67, voici ce que la vieille dit à Cunégonde. « Vous ne pouvez fuir, dit-elle à Cunégonde, et vous n'avez rien à craindre, ce n'est pas vous qui avez tué Monseigneur. Et d'ailleurs, le gouverneur qui vous aime ne souffrira pas qu'on vous maltraite. Demeurez. » Donc par ses conseils avisés et très sages, Cunégonde décide de rester à Buenos Aires et la vieille va annoncer à Candide qu'il doit fuir mais que Cunégonde doit rester. Dans le chapitre 13, on constate la séparation entre Candide et Cunégonde à Buenos Aires, dès leur arrivée à Buenos Aires. Dans le chapitre 14, on voit que Candide est très triste et très chamboulé par le départ de Cunégonde. Il pense qu'il ne retrouvera plus son or d'une certaine façon et il ne sait plus vraiment quoi faire. On le constate car il pleure beaucoup et il répète... Il pleure et il répète beaucoup le nom de Cunégonde en se demandant comment ils vont faire pour réussir leur mission, pour la sauver. On va voir aussi les retrouvailles entre Candide et le frère de Cunégonde. Et dans le livre, cela se passe comme ceci. « Serait-ce vous, dit le commandant, donc le frère de Cunégonde, cela n'est pas possible, dit Candide. Ils se laissent tomber tous deux à la renverse, ils s'embrassent, ils versent des ruisseaux de larmes. Quoi, serait-ce vous, mon révérend père, vous, le frère de la belle Cunégonde, vous qui fûtes tué par les Bulgares, vous, le fils de monsieur le baron, vous, jésuite au Paraguay. Il faut avouer ce que monde est étrange. » Et on constate que c'est des retrouvailles très fortes en émotion, car ils sont tous deux heureux de se retrouver. C'est par la suite, après ces retrouvailles fortes en émotion, que Candide va raconter au frère de Cunégonde tout ce qui se passe pour qu'il puisse venir à son aide pour sauver Cunégonde. Conclusion. Voltaire met en avant la naïveté de Candide dans ces deux chapitres. Nous avons pu l'observer avec le mariage de Cunégonde et du gouverneur, et plus en détail dans le chapitre 14 avec Candide et Cacambo. On voit aussi que Voltaire caricature les hommes politiques et les hommes de pouvoir avec une de ses signatures qui est l'ironie. L'écrivain montre le manque d'humilité des jésuites amoureux du luxe et des biens matériels et qui ne cessent de confondre le spirituel et le terrestre. Cet épisode est une parodie d'un roman d'aventure. L'effet de surprise se mêle à l'effet de burlesque. Le monde d'expression de Cacambo, inattendu chez un valet, participe
au burlesque.